Bonjour à tous et à toutes. Voici le premier cours sur l'optimisation, donc Vision 2. Ce que je vous demande de faire, c'est de lire la petite feuille qu'on vous a remise. Si vous n'avez pas reçu la petite feuille, je vais vous montrer dans un instant. Vous aurez juste à mettre sur pause et vous pourrez lire ceci. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller sur le portail dans Vision 2. Éventuellement, vous allez voir critères d'évaluation optimisation. Donc, ça vous donne ceci. Donc, vous avez chacune des étapes. En fait, ce document représente la théorie au complet. On va faire un exemple pratique, c'est le but de la vidéo, mais vous avez toutes les informations, vous avez tous les critères d'évaluation. Donc, ça tient sur une page. On va regarder le document, tantôt on va s'en servir. Donc, si on revient ici, on a notre situation. Ce que je vous invite à faire, c'est la lire une fois rapidement, juste pour avoir une idée des informations qui se trouvent. Par la suite, on va lire une deuxième fois, très tranquillement, puis on va écrire chacune des inéquations une à la fois. Donc, la première étape ici, c'est de définir les variables et indiquer les unités. Donc, si je reviens ici. Donc, définir les variables, on a évidemment le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. Puis, on va voir un peu plus tard f de xy qui est le revenu. Ici, f de xy, ça peut faire peur un petit peu la première fois qu'on voit ça. C'est une fonction qui dépend de deux variables. Donc, une des premières fois qu'on voit ça cette année, ou sinon la première fois. Il y a des fonctions à nombre infini de variables. Par exemple, si vous appelez pour obtenir une soumission d'assurance, vous allez donner plein d'informations, votre âge, votre adresse, c'est quoi la marque de votre voiture, ça fait combien de mois que vous conduisez, le nombre d'accidents que vous avez eu ou de réclamations, des choses comme ça. Donc, si vous répondez à 20 questions, bien, la fonction, il y a 20 paramètres. Donc, puis à la fin, ça va retourner directement à votre prime d'assurance. Donc, pour l'instant, nous, on a deux variables en f de xy, qui est le revenu. La deuxième étape, c'est d'identifier les contraintes contextuelles et réelles. Bien, si on revient à notre texte, puis on lit tranquillement, ce qui est intéressant, ça commence ici. Donc, le club s'attend à obtenir un minimum de 15 adultes. On termine ça ici, puis on transfère ça. 15 adultes. Le nombre d'adultes, c'est x, donc x plus grand ou égal à 15. Un minimum veut dire que c'est possible d'en avoir 15, c'est pour ça qu'on a le ou égal. On numérote 1. On poursuit. Donc, un minimum de 30 jeunes. Minimum de 30 jeunes, le nombre de jeunes, nombre d'enfants ou de jeunes, c'est y. Donc ici, un minimum de 30, donc y est plus grand ou égal à 30. Par la suite, on s'entend à obtenir au moins 45 jeunes de plus que d'adultes. Donc 45 jeunes de plus que d'adultes. Le nombre de jeunes, c'est y. Donc y au moins, donc ça veut dire plus grand. 45 de plus que d'adultes. Donc c'est une manière de l'écrire. Il y a certains élèves qui préfèrent écrire y moins 45 est plus grand ou égal à x. Donc il n'y a aucun problème, on va la retransformer par la suite. Donc il faut prendre le temps de bien lire. Parfois, il y a des élèves qui sont très brillants, qui disent « Ah cool, je suis brillant, donc je vais mettre plein d'informations ensemble. » Donc, le 15 adultes, 30 jeunes, ou moins 45 jeunes de plus que d'adultes, ben, ils pourraient se dire « Ah, il y a au moins 60 jeunes. » Donc, mais ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, essayez d'y aller le plus simplement possible. Pensez pas que vous êtes intelligent, vous l'êtes tous, mais allez-y vraiment le plus simplement possible. C'est plus facile de gérer plusieurs équations qu'une équation qui contient beaucoup trop d'informations. Donc ici, troisième équation qui est celle-ci. Si on poursuit, on dit que le nombre total d'inscriptions est limité à 135 membres. Donc ça, c'est assez simple. X plus Y est plus ou égal à 135. Donc, puis ici, c'est la fin, il n'y a plus d'autres contraintes directes. Par contre, il y a les contraintes ici que X et Y doivent être des naturels. Pourquoi des naturels? Bon, on ne veut pas partir en randonnée avec des morceaux, des parties d'enfants ou d'adultes. Donc, c'est toujours des nombres entiers. Pourquoi des naturels et non pas des entiers? Bon, on ne veut pas de valeur négative. Donc, ici, on peut écrire les deux inéquations suivantes. X est plus grand ou égal à 0 et Y est plus grand ou égal à 0. Donc, les équations 5 et 6. Donc, ça revient ici. On a numéroté les contraintes. Il faut réécrire les équations sur la forme fonctionnelle. Donc ici, on avait l'équation qui était celle-ci, qui n'est pas sur la forme fonctionnelle. Forme fonctionnelle, je vous rappelle qu'on veut simplement le y isolé. Donc pour isoler le y, j'envoie x de l'autre côté, donc j'obtiens moins x plus 135. Ici, il faut faire attention, un petit rappel, vous avez fait ça en exercice lors des 2 derniers cours. Lorsqu'on divise ou multiplie par un nombre négatif, le symbole d'inégalité change de sens. Ici, comme le y était positif, on reste plus petit ou égal. Mais si on avait eu ici un négatif, mais de ce côté-ci, il aurait fallu changer le signe de sens.
On est rendu à tracer le polygone de contrainte. Ça, c'est la partie la plus importante et la plus longue. Probablement la plus difficile parce qu'il faut être précis, il faut réfléchir un petit peu pour avoir une bonne graduation. Donc, ce qu'on veut, c'est tracer toutes les inéquations qu'il y a ici dans le même plan cartésien. Donc, la beauté de la chose, c'est qu'il faut trouver une graduation. Il faut utiliser la plus grande surface possible du plan cartésien. Donc, on vous demande de... On veut absolument pas, en fait, tracer les 4 cadrans dans cette situation-ci parce que les x et y sont plus grands ou égaux à 0. Donc, c'est des naturels. On veut le plus grand nombre de valeurs initiales possible. Puis on veut graduer de manière constante. Donc ici, moi, ce que je vous propose, c'est une graduation par bond de 15. Pourquoi des bonds de 15? Tout simplement parce que 15, 30, 45, 135, c'est toutes des valeurs qui se divisent bien par 15. Donc des bonds de 15 partout. La première équation, x est égal, plus grand ou égal à 15, est assez simple à tracer. X égale, donc c'est une droite verticale qui passe par 15. La deuxième, y est plus grand ou égal à 30. Pour l'instant, on fait juste tracer des droites. On va regarder plus tard de quel côté qu'on va assurer. Puis, je vais numéroter le tout dans un instant. Donc ici, on a y est plus grand que 30. Là, c'est beaucoup plus intéressant. On a x plus 45. Donc, y est égal à x plus 45. Ça veut dire qu'on va commencer à 45. Comme ici, on a le taux de variation, c'est 1. Ça veut dire si j'avance de une case, je monte de une case. Donc, je vais passer par le point ici et le point là. Donc, si je l'affiche, et voilà. Quand j'avance d'une case, je monte d'une case. On va faire la même chose pour y égale à moins x plus 135. Valeur initiale 135, je commence ici. Taux de variation moins 1. Donc, si j'avance de 1, je descends de 1. Ou si j'avance de 135, poup, je descends de 135 jusqu'ici. Donc, 135 plus 135. Et voici l'équation. Par la suite, les deux inéquations, excusez-moi, parce qu'on a des valeurs qui sont plus grandes ou égales à 0, on a celle-ci et celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On s'assure de mettre le titre du graphique, titre des axes, les inéquations, ligne pleine ou ligne pointillée. Je vous rappelle que la ligne est pleine lorsqu'on a une inégalité avec plus petit ou égal, plus grand ou égal, lorsque c'est pointillé. Donc, on va tracer les inéquations précédemment, ce qui est déjà fait. On va faire dépasser les droites frontières du graphique. Ce que ça veut dire, ça? On a des inéquations qui sont théoriques. C'est-à-dire, ici, la droite doit absolument sortir à l'extérieur du graphique. Elle n'est pas limitée ici. Donc, dans notre cas réel, je comprends que les valeurs ne peuvent pas être négatives, sauf qu'on doit absolument continuer parce que ça, ici, c'est un graphique qui est théorique. Donc, ça représente les droites qu'il y a ici. Si on poursuit, il faut les tracer. Ça va. Indiquer par une flèche le demi-plan. Donc, je vais juste revenir ici. Donc, voici. Non, on va tracer par une flèche de demi-plan. Par exemple, l'inéquation ici, qui était l'inéquation 2, donc c'était y qui est plus grand ou égal à 30. On place la flèche par en haut comme ceci. Puis on va faire la même chose, en fait, pour toutes les autres. Ici, on était plus grand. Donc, plus grand, c'est simple. On pointe la partie en haut. Plus grand, on pointe à droite. Ici, c'était plus petit, donc on pointe la partie qu'il y a là. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc, on revient ici. Donc, sens identifié. Le droit de baladeur, je vous en parle au prochain cours. Insérer le sens, je me surprends. Au prochain cours, identifier les sommets du polygone par des lettres majuscules. Donc ça, on va y arriver. Puis il va nous rester la partie H d'assurer le demi-plan. Donc ici, on revient ici. Puis qu'on remet ça. On veut placer... En fait, j'ai pas besoin vraiment de ça. On va placer les sommets. Tac. Et voici les 3 sommets. On les nomme toujours avec des lettres majuscules. Ici, moi, je commence généralement en lisant en haut à gauche, puis je vais vers la droite. Donc, c'est A, B, C. L'ordre n'a pas vraiment d'importance. C'est juste que si on a tous le même ordre, si on compare nos réponses, ça va être plus facile. Mais en fait, ça n'a vraiment pas d'importance sur ce que je vais vous corriger. Donc, on a ceci, puis on revient avec ça. Là, ce qu'on veut faire, c'est assurer. Ça, c'est la partie assez intéressante. Ce qu'on veut, le polygone de contrainte, en fait, ce que ça représente, on a plein de droites, puis on a une zone ici qui va respecter toutes les contraintes, puis on appelle ça le polygone de contrainte, ou c'est les ensembles de solutions. Donc, ce que ça veut dire ici, si je suis, par exemple, je prends un marqueur, puis j'assure la partie qui est ici. Donc, j'assure la partie qui est là. Après ça, je change de marqueur, je regarde ici, 4 par exemple, j'assure la partie qui est ici. Je peux en mettre partout. Après ça, je veux par exemple orange, regarde, je veux la partie qui est en haut ici. Après ça, je peux prendre, ça, je veux la partie qui est ici.
Puis je peux prendre un bleu comme ça. Là, ici, je veux à droite de l'équation 1. Puis j'assure ça comme ça ici. Puis là, je pense que vous voyez que c'est n'importe quoi ce que je fais. Puis c'est exactement ce que je veux que vous compreniez. Donc ici, si on regarde, on se dit, hey, cool, c'est laquelle des zones qui respecte toutes les contraintes? Ben, c'est complètement ridicule, on n'a aucune espèce d'idée. Puis moi, j'étais à l'ordinateur, donc ça ne brise pas vraiment la feuille. Mais vous, si vous mettez 5 couleurs de marqueurs, un par-dessus les autres, ben votre feuille, en fait, le polygone de contrainte va être la zone la plus molle, celle qui va avoir le plus imbibé d'eau, puis c'est complètement ridicule. Donc, ce qu'on veut faire ici, au lieu d'assurer la partie qui nous intéresse, on va assurer la partie qui ne nous intéresse pas. Par exemple, pour la 3 ici, ce qui nous intéresse, c'est en haut. Donc, moi, je vais faire ceci pour la zone qui ne m'intéresse pas. Après ça, je vais le faire rapidement pour les autres. Pour la quatrième, je veux en bas, donc je ne veux pas la partie en haut, puis je vais assurer ici. Après ça, vert est pris. Ça, je veux en haut ici, donc je ne veux pas ça ici. Comme la 2 est plus restrictive que l'inéquation 5, je n'ai pas à refaire la partie en bas ici. L'inéquation 2 est suffisante. Je regarde ici 1 et c'est la plus restrictive. Je veux à droite, donc je vais assurer la partie à gauche ici qui ne m'intéresse pas. Puis il me reste l'équation 4 ici qui est fait. En fait, tout est fait. Maintenant, mon polygone de contrainte, c'est quoi? C'est le polygone dans lequel il n'y a pas de marqueur. Donc, dans ce cas-ci, c'est ça. Donc, mon polygone de contrainte, c'est le polygone ABC. Je vous invite à ne pas utiliser le marqueur, par contre, lorsque vous allez faire des exercices ou l'examen. Pour la raison que si jamais vous vous trompez, à l'ordinateur, c'est cool, on l'enlève facilement, sauf que enlever ce marqueur avec un correcteur, c'est pas super beau. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est prendre un crayon de bois qui est mal aiguisé. Probablement, si les filles, si vous n'en avez pas, demandé à un gars, les gars ont toujours des crayons de bois non aiguisés. Donc, vous penchez le crayon, puis vous assurez très, très doucement. Donc, si jamais vous vous trompez, vous allez pouvoir effacer. De toute façon, le but, c'est de voir le polygone de contrainte ici. Donc, je vais choisir le polygone de contrainte. Ce que je demande de faire, en fait, c'est déjà nommé, puis on voit très très bien que c'est le polygone ici. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On va enlever tout ça. Et on va revenir à notre... ici. Donc tout ça, c'est fait en fait, tracer le polygone. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut déterminer la règle à optimiser et indiquer si vous cherchez le minimum ou le maximum. Dans ce cas-ci, on revient là. J'ai tracé le polygone. La règle à optimiser, je reviens à ma question. On demandait, en sachant que le coût d'inscription pour un adulte est de 50 $ et qu'il est de 40 $ pour les jeunes, quel est le revenu maximal que nous pouvons espérer? Donc ici, profit 50 $ par adulte, 40 $ par jeune. Donc on revient ici. La règle optimisée, c'est déterminer f de x, en fait, égale 50x plus 40y. Puis ici, ce qu'on veut, c'est maximiser. On a fait les 4 premières étapes. Si je reviens à la théorie, les 4 premières étapes, vous allez toujours commencer par ces 4 étapes-là. On n'a pas vraiment le choix. Par la suite, il y a 2 méthodes qui sont possibles. La méthode A ou la méthode B. La méthode A, c'est la méthode où tu ne réfléchis pas, puis tu résous plein d'équations, puis tu calcules, c'est un peu plus long, mais tu n'as pas de décision à prendre. Donc, cette méthode-ci est intéressante lorsqu'on a très, très peu de sommets. Par exemple, si on a 3 sommets, comme dans ce cas-ci, c'est clairement plus rapide de faire cette méthode-ci. Par contre, si on a un polygone avec 8 ou 9 sommets, ça commence à prendre beaucoup de temps. Mais vous pouvez quand même utiliser cette méthode-ci, il n'y a pas de problème, mais c'est beaucoup plus long. La méthode B, qui s'appelle la méthode de la droite baladeuse, c'est spécial un peu une droite baladeuse, c'est comme ça que ça s'appelle. Dans la méthode de la droite baladeuse, lorsqu'on a juste 3 sommets, c'est pas vraiment plus rapide, c'est à peu près le même temps, mais ça vous demande de réfléchir un petit peu plus. Par contre, sur 8 ou 9 sommets, là, c'est clairement beaucoup plus rapide. Puis par la suite, il y a certaines situations qu'on ne vous demandera pas de faire une optimisation complète. On va plutôt vous demander de juste nous dire, identifier le point qui optimise la situation, soit le minimum, soit le maximum. Puis juste passer une droite baladeuse, c'est très très rapide. On détermine le maximum en 1 minute au lieu de résoudre plusieurs systèmes d'équations qui est clairement plus qu'1 minute. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous montrer la partie 5A puis la partie 5B. Et au prochain cours, je vais compléter la méthode A, compléter la méthode B. Donc ici, ce qu'on vous demande de faire pour la méthode A, c'est de déterminer tous les sommets. Donc résoudre tous les systèmes d'équations. Donc si je reviens ici, mon point A, si je reviens ici, le point A appartient à quelle équation? Il va appartenir à l'équation ici. Le point A appartient à l'équation 4 et à l'équation 1. Donc, on va résoudre ceci avec 4 et 1. Donc, le point A
Le point A est élément de l'équation 1 et 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Je substitue 1 dans 4, j'obtiens ça. Puis le point A, c'est 1520. Donc si je regarde dans mon graphique, est-ce que 1520, ça a du sens? Oui. Là, il y en a parmi vous qui vont dire « Ah, cool, je le voyais déjà parce que j'avais des bonnes graduations. Je ne vais pas résoudre les systèmes d'équations, je vais juste l'écrire. » Ben, j'annonce que vous devez quand même résoudre le système d'équations. Vous devez tous les résoudre. Parce que des fois, ça pourrait être 14, 121 ou quelque chose comme ça, puis on ne verrait pas exactement. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, c'est un exemple scolaire. Donc, c'est assez facile, les valeurs arrivent toutes justes, mais ça ne sera pas toujours des valeurs exactes comme ceci. Des fois, c'est juste un petit peu à côté. Donc, je fais la même chose. Le point B, si je reviens rapidement ici, le point B fait partie ici de l'équation 3 et de l'équation 4. Donc, je vais comparer 3 et 4. Donc, si je compare 3 et 4, ben, j'obtiens quoi? Ben, je compare 3 et 4, je trouve x. Je substitue x égale 45 dans l'équation 3 qui me donne ceci. Je fais la validation. Validation, ben, je remplace ces deux valeurs dans l'équation que je n'ai pas utilisée. Ici, c'était la 3 que j'ai utilisée, donc je remplace dans la 4 pour valider. Donc, j'ai 45,90 qui fait bien du sens. J'ai 45,90. Je fais la même chose pour le point C. Donc, je vais vous le montrer ici, mais vous le mettrez sur pause, ça va trop vite, mais c'est assez rapide. Donc, on a trouvé tous les sommets. Donc, si on revient ici, dans le graphique, on peut écrire les sommets si on veut, mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Dans votre cahier d'exercice ou à l'examen, je vais le voir clairement, A, B, C. Assurez-vous simplement de l'écrire. Maintenant, on revient à la méthode B. La méthode B qui était la première étape ici, la cinquième en fait. On demande de transformer les règles optimisées en équations, c'est-à-dire remplacer, isoler Y, puis remplacer l'expression contenant f de x, y par z. Bon, chinois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'écris mon équation de la règle optimisée qui est là, celle-ci. Puis ce que je veux, je vais centrer le tout. Ce que je veux, c'est tout simplement isoler la valeur de y. Donc ici, ce que je fais, j'envoie le x de l'autre côté, donc j'ai moins 50x. Évidemment, je divise par 40 si je veux isoler y, donc ça me donne, je vais simplifier, moins 5kx. Je préfère vraiment beaucoup que vous laissiez la fraction. Vous allez en avoir besoin lorsque vous allez tracer la droite baladeuse. C'est plus facile de dire « Hey, cool, delta y est ici, donc je vais descendre de 5 quand je vais avancer de 4. » Beaucoup plus facile que d'écrire moins 1.25 et de dire « Ah, cool, je descends de 1.25 cases. » On voit déjà que ça n'a pas de sens, puis le but, c'est d'être précis. Ceci, ben, f de xy, c'est une variable. En fait, c'est le revenu qu'on va avoir. Le revenu divisé par 40, ben, on va le définir comme un z, tout simplement. Donc, ce qui est primordial, c'est de garder le signe. Ici, on a un plus, donc on garde le plus. Si on avait eu un moins ici, il aurait fallu écrire moins z. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Ça va servir dans la méthode B un peu plus tard lorsqu'on va vouloir trouver le maximum et le minimum. J'explique ça au prochain cours. Mais c'est pas plus compliqué que ça le cours d'aujourd'hui. On avait, si je récapitule, on définit les variables, on identifie les contraintes, on n'oublie pas les contraintes contextuelles ici, contraintes réelles. Donc, x et y sont des valeurs naturelles. On trace un polygone de contraintes. À l'examen, ce que vous devez pas oublier, c'est tous les petits trucs comme ça. Je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur, c'est assez logique. Là. Ça fait plusieurs années que vous faites des graphiques. Mais les titres des graphiques, les axes, tracer une équation pleine ou pointillée. Je vous rappelle encore, pointillé, c'est lorsqu'on a des strictement plus petits, strictement plus grands. Il faut tracer très précisément les droites. On doit faire dépasser les droites frontières. On indique par une flèche de demi-plan. On assure le demi-plan non voulu. Donc, c'est beaucoup plus beau, surtout si on a 8 ou 9 contraintes. On identifie les inéquations. La droite baladeuse, je vous le montre au prochain cours. Puis on identifie les sommets. Donc, tout ça, c'est là, ici, généralement, que les élèves vont perdre des points. On enlève 5% par erreur. Donc, pas plus compliqué que ça. Puis, un petit détail que j'ai peut-être pas mentionné tantôt. Excusez-moi. On revient ici. Lorsqu'on identifie les axes, X est suffisant, Y également. On n'a pas écrit le nombre d'adultes ici ou le nombre d'enfants. Pourquoi? Ben, X et Y sont déjà définis. Donc, comme ils sont définis une fois, on n'est pas obligé de se répéter. Mais je n'enlèverai pas de points si vous êtes redondant. Donc, c'est pas mal tout pour le cours d'aujourd'hui. Résoudre les équations, c'est toujours des droits, donc c'est assez simple. Alors, merci. Et vous pouvez faire le devoir que je vais vous écrire dans votre courriel, mais c'est la page 119, le numéro 2 seulement. Puis, par la suite, ce que je vais vous demander de faire, ça va être à faire pour les prochains cours, mais si vous avez des pratiques d'optimisation, donc c'est des questions d'examen. Un examen, c'est juste faire une optimisation. C'est grossièrement, c'est ça. Ici, c'est le numéro 1 à 4. Donc, SN5.
Cool, je ne le trouve pas. Donc, je vais juste cliquer ici. En pratique d'optimisation, c'est Mme Murray qui avait préparé les documents il y a plusieurs années. Donc, je vous demande de faire les 4 premières questions. Je ne vous demande pas de faire les optimisations complètes, mais vous pouvez commencer à faire les 5 premières étapes, ou du moins les 4 premières. Après, vous pourrez choisir quelle méthode vous utilisez. Donc, c'est toujours des petites situations assez de base. Ça prend entre 5 et 10 lignes. Il y a souvent de l'argent, mais sinon, ça se fait assez bien. Les réponses sont à la fin, mais ça, on va les faire, on va regarder ça au prochain cours. Donc, je vous suggère en fait de regarder la vidéo 2 fois, peut-être le faire la deuxième fois par vous-même en mettant sur pause. Puis sinon, la page 119, le numéro 2. Au prochain cours, je vais terminer la théorie. Ça devrait prendre peut-être une vingtaine de minutes. Là, vous allez avoir beaucoup plus de numéros. Les 17 et 18 octobre, vous allez avoir deux cours d'exercice en classe. Le 22 octobre, c'est une autre période de pratique. Vous allez pouvoir terminer les pratiques d'optimisation si ce n'est pas fait. Le 23 octobre, c'est les tests de connaissances. Le 24, on révise ensemble chapitre 1 et 2. Et le 25 également, on révise. Puis on a l'examen d'étape après, qui est le 29, je crois. Passez une belle journée.